Vous écoutez l'épisode 145 du podcast Mes trucs de prof, dans lequel je reçois Céline Retrouvé du compte La Bande à Baudelaire et nous parlons de carnet de lecture. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques et par ricochet dans la vie des élèves. Mes trucs de prof est disponible sur toutes les plateformes et également sur le site mestrucsdeprof.fr. Et si vous avez envie de travailler avec moi, je vous propose de faire un tour sur mestrucsdecoach.fr pour découvrir les différents accompagnements que je propose, qu'ils soient individuels ou collectifs. Quand j'avais ma classe, j'ai à plusieurs reprises pratiqué le carnet de lecture avec mes élèves. Il a pris plein de formes différentes, j'ai essayé plein de formats. J'ai pas toujours réussi à le mettre en place et à le pérenniser toute l'année ou à enrôler les élèves. Il y a tellement de façons différentes de l'utiliser que il me semblait important de pouvoir éclairer un petit peu cette pratique. Et pour cela, j'ai eu envie de recevoir au micro du podcast, Céline Retrouvé, que je suis sur Instagram sous le compte La Bande à Baudelaire. Elle est prof de français et elle vient de publier son propre carnet de lecture pour les élèves de la 6e à la 3e. Et ensemble, nous allons réfléchir à cette pratique et à comment utiliser un carnet de lecture. Cet épisode est en 2 parties. Je vous laisse écouter la première partie de notre échange. Bonne écoute. Bonjour Céline. Bonjour Émilie. Je suis hyper contente de te retrouver sur le podcast pour parler des carnets de lecture. Du coup, peut-être que tu pourrais d'abord commencer par te présenter rapidement aux personnes qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas. Oui, alors avec plaisir. Moi, je suis ravie aussi d'échanger avec toi ce matin autour de la lecture et du carnet de lecture. Donc, je suis Céline Retrouvé. Je suis professeure de français depuis 15 ans dans l'Académie de Besançon, donc dans l'Est de la France. Et je partage mes idées, mes petites trouvailles ou projets sur mon blog et sur Instagram, donc sous le pseudonyme La Bande à Baudelaire. Mais voilà, mes élèves m'appellent Madame, comme professeur. Est-ce que moi je dois t'appeler Madame aujourd'hui? Non, tu peux. C'est parfait. Bon, nous sommes ensemble pour parler de carnet de lecture, qu'on appelle parfois carnet de lecteur, carnet de lectrice. J'aime bien carnet de lecture parce que du coup, c'est un peu inclusif. Oui. Tout le monde dans le même mot. Et du coup, l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que c'est que ce carnet de lecteur? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on peut l'utiliser? À quelle fin on l'utilise aussi, parce que finalement je trouve que c'est un outil dont on entend souvent parler, qui peut prendre plein de formes, et aussi pour l'avoir en plus moi fait il y a quelques années comme ça, parfois qu'on a du mal à tenir sur la durée, c'est-à-dire qu'on est très enthousiaste quand on le lance, on se dit on va faire ça, et puis les élèves ce sera joli, tatati tatata, et finalement c'est parfois compliqué pour les élèves de s'en emparer, et ça peut être un outil qui à la base est hyper intéressant et puis finalement qu'on laisse de côté. Oui, qui devient chronophage et puis on se sent obligé de le mener jusqu'au bout parce qu'on l'a lancé, comme tout ce qu'on lance en début d'année, et puis après on est un peu tenu de le faire, alors qu'en fait ça peut être un outil finalement assez simple d'utilisation dans la mesure où on lâche prise sur plein de choses et où on est clair aussi avec ses objectifs et ses attentes. Donc si on a bien défini avec les élèves ce que c'était et ce qu'on voulait, je pense que c'est quelque chose qu'on peut conduire de septembre jusqu'à juillet en se disant qu'il ne faut pas en être prisonnier et qu'on n'est pas obligé de le remplir toutes les semaines consciencieusement. Moi, je pense qu'il faut éviter que ce soit un outil de pointage, en fait. C'est sûr. Dès que ça rentre dans la case à cocher, dans la to-do list, les to-do list m'angoissent beaucoup maintenant, donc je me dis, voilà, dès qu'on se sent obligé, c'est que ça fonctionne plus trop. Donc, il faut peut-être revoir un peu ce qu'on en attendait. Et je suis d'accord avec toi, c'est un outil très, très hybride, finalement. Donc, c'est ultra intéressant, mais on peut vite se perdre dans son aspect un peu protéiforme aussi. C'est-à-dire, en tant qu'enseignant, on se dit, mince, qu'est-ce que je voulais faire avec? Qu'est-ce que j'en attendais? Qu'est-ce que ça devient? Et puis, ça m'échappe. C'est pas ce que je voulais au départ. Donc, c'est vrai qu'il faut l'appréhender.
Et puis même s'autoriser à le faire évoluer, parce que tu vois, c'est vrai qu'on peut lui donner une forme au départ, et puis en plus quand on le lance, parfois il y a des personnes qui vont le lancer de manière peut-être trop libre et plus savoir comment gérer le truc, et d'autres personnes, pour se rassurer, qui vont avoir une idée assez figée de ce que c'est. Et je pense que si on arrive à se laisser aussi la possibilité de faire évoluer l'utilisation de ce carnet, au fil de l'année, mais aussi parfois avec la façon dont les élèves vont s'en emparer, leurs propositions, les diverses utilisations qu'on peut avoir, ça peut être vraiment chouette. Oui, c'est ce que j'allais te dire. En fait, je pense que l'un des postulats de départ, c'est de se dire que c'est pas notre outil, c'est le leur, et qu'en fait, eux, justement, ils vont s'en emparer, ils vont le faire aller à droite, à gauche, et puis si ça prend d'autres chemins, tant mieux, puisque si c'est celui des élèves, c'est que finalement, ils sont devenus maîtres de l'objet et c'est leur carnet de lecture à eux, donc c'est l'essentiel. Ouais. Toi, comment tu le définirais, ou à quelqu'un qui ne connaîtrait pas cet outil, comment t'en parlerais? Alors c'est déjà comme étant l'outil des élèves à part entière, donc c'est pas l'outil du prof. Je vais peut-être déjà dire ce n'est pas pour moi. C'est pas un outil de contrôle et c'est pas un outil de traçabilité. Voilà, c'est pas quelque chose qui permet de poser un label. Toi, t'as bien lu le livre, c'est bon, j'ai vérifié chaque étape, j'ai pointé chaque moment de lecture. Moi, c'est pas du tout ma façon de voir les choses. C'est vraiment un outil d'expression personnelle autour de la lecture. Donc c'est aussi un outil de restitution. Comment moi j'ai lu le livre, interprété tel ou tel personnage, ce que j'en ai pensé, ce que ça a fait naître chez moi comme émotion, et je vous le redonne, enfin en tout cas je vous le partage. Voilà, je vous montre comment j'ai vécu cette lecture, cette histoire, en se disant aussi, elle peut très bien ne pas m'avoir touchée, je peux très bien ne pas avoir aimé, je peux très bien même ne pas avoir ouvert votre livre, madame. Ça, en être conscient. Et je pense que c'est vraiment un outil, voilà, que les élèves dont les élèves doivent pouvoir s'emparer, personnaliser, exprimer toute leur créativité, leur subjectivité aussi. Et je pense que l'un des écueils peut-être à éviter, c'est de se dire c'est pas un questionnaire, c'est pas une interro, pas du tout, du tout. Et c'est en ça qu'il est intéressant et complexe, c'est-à-dire que on voit bien vers quoi il ne faudrait pas tendre, mais en même temps, nous, en tant qu'enseignantes, on est aussi obligés d'injecter des choses pour pas que ce soit en roue libre et puis que l'élève, il nous fasse, je sais pas, juste des dessins à chaque fois. On se dit, oui, mais ok, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il en dit au bout d'un moment? Est-ce qu'il a compris quand même les enjeux de sa lecture? Est-ce qu'il a lu? Donc, c'est vraiment un outil à penser et à penser pour les élèves. Donc, c'est complexe, en fait, vraiment. Ouais. Je te rejoins, et parce qu'en plus cet outil il peut être utilisé très tôt dans le parcours de lecteur des élèves, et c'est vraiment de définir, comme tu disais, les enjeux, qu'est-ce qu'on veut, nos intentions, qu'est-ce qu'on veut avec ce carnet. Et je te rejoins tout à fait sur le fait que je pense que c'est un gros écueil de se dire on va mettre des questionnaires, on va regarder si les élèves ont bien compris. C'est pas non plus un outil de validation de la compréhension, de vérification de la compréhension. Donc, c'est pas un outil de contrôle de si les élèves ont bien lu ce qu'on voulait, etc. C'est pas non plus un outil de validation des acquis de compréhension. J'ai l'impression plutôt un outil qui peut être déjà un outil mémoire de la culture littéraire de l'élève, mais c'est aussi un moyen d'aller vers l'aspect interprétatif, vers vraiment construire le lecteur et les lectrices que sont nos élèves. Leur permettre aussi de se comprendre en tant que lecteur et lectrice. C'est un peu une façon de passer en posture méta par rapport à sa lecture. Une fois que j'ai lu et que j'ai ressenti le plaisir, de dire ok, qu'est-ce que ça m'a fait ce livre, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire, en quoi éventuellement ça a résonné avec mes pensées ou ma vie, etc., ou pas du tout, comme tu le disais. Et au fil du temps, va se dessiner aussi pour l'élève du j'aime pas, tiens ça j'ai bien aimé, ou même du lien entre les lectures, de se dire tiens je vais revenir un peu en arrière, j'avais déjà aimé ça ou j'avais déjà observé ça dans tel livre, etc. Oui, je te rejoins, et justement le côté méta, moi je trouve c'est le plus difficile pour un élève, parce que faut se dire qu'un élève quand il est plongé dans sa lecture, si il se plonge dans sa lecture, parce que ça c'est quelque chose d'essentiel pour moi, il ne faut pas oublier les élèves ou les enfants non lecteurs, et l'idée du prof de français c'est peut-être de les inviter à tenter le coup.
Mais en tout cas, quand tu as un élève, on va dire lecteur, est plongé dans un livre, moi, je m'imagine qu'il est comme moi. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, il est entraîné par l'histoire, il se fait son film mental et puis il se dit, enfin voilà, il vit le truc comme s'il était dans un film. Moi, de temps en temps, je veux m'extraire de ma lecture, peut-être en fermant les livres en disant, là j'ai bien aimé ou ah c'était beau. Et en fait, tout au long du processus de lecture, j'ai pas cette espèce de supervision, si tu veux, comme si j'étais un petit peu au-dessus de moi-même, en train de me dire, ah là j'aime pas, ah, là je comprends que, oh, ben là je fais le lien avec ma vie. Et en fait, c'est ce qu'on leur demande aux élèves, et je trouve que c'est très compliqué. Donc tous les exercices un petit peu méta, ou même l'idée, tu sais, pointer, tracer, oh, là j'ai lu tant de pages, là j'ai lu tant d'heures. Moi ça me gênait beaucoup, parce que je trouve que c'est difficile. Et un élève, voilà, c'est comme quand il est plongé dans une rédaction. Est-ce qu'il peut raconter son histoire, suivre ta consigne, mettre l'imparfait, vérifier l'orthographe, penser au passé simple? Ben non, juste il raconte son histoire, quoi. Et donc quand il lit, il lit. Et il faut vraiment penser l'outil comme un outil de trace. Voilà, ma lecture, qu'est-ce qu'il en reste, qu'est-ce que je peux proposer. Et donc à mon sens, il faut que ce soit quand même un outil où à l'intérieur, on va trouver des petits appareillages, des petits, moi je vais dire exercices, mais j'assume pleinement, des petits exercices qui vont voilà réactiver ta posture de lecteur, réactiver tes émotions, peut-être ta pensée à ce moment-là et te permettre de rendre compte de ta lecture, de garder des traces. Mais c'est difficile de se dire après coup, enfin, ça je trouve ça très très dur pour les ados et les élèves. Et je pense que ça, c'est un premier écueil parce que souvent, moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai fait aussi jadis quand j'ai essayé les carnets de lecteurs, c'est quelque chose à la fois quelque chose d'assez figé sur toute la partie un peu anthologie de la lecture avec le titre, etc. Enfin, voilà. Et puis à la fois des questions qui sont pas suffisamment des exercices pour permettre à l'élève de s'extraire. Et donc, qu'est-ce que tu as pensé du livre? Qu'est-ce que tu as aimé, etc. Et finalement, nous, lecteurs experts, on peut s'exprimer, mais les élèves, surtout quand c'est des choses qu'on leur a données, puis on est dans le cadre scolaire, le fait que ce soit nous qui leur donnions cet outil, déjà, ça instaure un cadre scolaire qui fait que les élèves, ils vont être qu'est-ce que la prof ou la maîtresse attend de moi. Donc, ça va pas être complètement... Puis ça va être des réponses parfois là, j'ai bien aimé. Et donc du coup, on essaye de faire un outil ouvert et puis à la fin, on s'agace, dire oui, bon tu peux dire un petit peu plus de trucs. J'ai bien aimé, c'était chouette. Il y a quelques élèves déjà hyper lecteurs, déjà voilà, qui vont s'emparer, mais ça aura pas le but. Enfin, on n'aura pas atteint le but, quoi. Oui, puis c'est pas eux que tu voulais toucher en fait. Voilà. De s'en frustré. Et en même temps, il faut ce cadre scolaire qui est très rassurant pour les élèves, qui est très rassurant pour l'enseignant aussi, de se dire, parce que moi je comprends les collègues qui disent oui, c'est le dernier truc à la mode, voilà, ils font 3 dessins et puis c'est bon, on va dire qu'ils ont lu Les Misérables, mais je ne suis pas d'accord. Et en fait, donc c'est à la fois un espace où il faut des consignes claires, précises, explicites. Il faut en même temps une liberté parce qu'on se dit, voilà, c'est pas une fiche de lecture. Et puis l'élève, au milieu de tout ça, il doit s'y retrouver. Ouais. Donc, il va se dire, j'ai la place pour m'exprimer. Peut-être qu'inconsciemment, il peut se dire, ouais, je comprends, peut-être je peux dévier, ça va lui plaire, elle va être d'accord, mais en même temps, je dois suivre son énoncé. Donc, c'est vraiment un outil, voilà, je vais le redire, complexe, très riche, et il faut vraiment l'appréhender, c'est vraiment ça. Et je pense que peut-être la meilleure des solutions, on va le dire, c'est d'en tenir un pour soi déjà, en tant que lecteur expert ou lectrice experte. Ouais. C'est tester la formule, c'est voir, voilà, qu'est-ce que moi je mets dedans du point de vue enseignant, adulte, lectrice, et comment je pourrais intégrer ça dans une pratique avec les élèves, qu'est-ce que je pourrais leur demander à leur niveau. Très important. Pour les accompagner vers ce que moi je suis capable de faire. Et aussi, ce qui est intéressant dans le fait d'en tenir un soi, c'est le fait de voir que selon ce qu'on lit, on va pas forcément écrire les mêmes choses, mettre les mêmes choses. Peut-être que certaines lectures vont nous inspirer une illustration parce qu'il y en a pas dans le roman et que ça nous fait, qu'il y a des belles descriptions. Peut-être que certaines choses vont nous inviter à nous questionner et vont nous faire naître d'autres questions. Et je trouve que c'est intéressant de se dire que du coup, ça remet en question l'aspect figé quand on a toutes les pages pareilles, titre de l'œuvre, nanana, est-ce que j'ai mes 3 étoiles, etc. Et en même temps, c'est aussi très difficile quand c'est trop libre, quand il y a rien, quand il y a pas de consigne, quand dites ce que vous voulez, écrivez ce que vous voulez. Ou alors l'autre version qui est un peu compliquée, c'est de demander de résumer. Ça n'a pas forcément beaucoup
d'intérêt, en tout cas en termes par rapport à ce qu'on disait, de faire prendre un peu de recul sur la lecture. On va avoir un résumé. Des fois, certains, ce sera très long, ils n'auront pas réussi à résumer. D'autres, ce sera très court, mais il n'y aura pas eu forcément d'intérêt. Donc, c'est vraiment ce pouvoir ouvrir un peu différentes propositions en fonction de ce qu'on lit. Je te rejoins tout à fait. Puis moi, la pratique du résumé me questionne beaucoup parce que le résumé, pourquoi ? Moi, j'ai déjà lu le livre. Moi, j'ai pas besoin. Moi, parte là-dedans, je dis mais en fait tu sais j'ai lu l'histoire hein, donc je la connais, c'est pas la peine de me dire donc c'est pas ce qui m'intéresse effectivement. C'est pour ça que je parlais d'exercice de lecture et même si le mot exercice est gênant mais je trouve pas de forme dans l'idée, mais l'idée c'est vraiment de dire je peux investir ma lecture et en rendre compte mais sans que ce soit un outil finalement très cliché. Enfin, la fiche de lecture telle que nous, on l'a expérimentée aussi en tant que collégienne. Moi, je me souviens, alors j'étais déjà, je pense, une lectrice, pas forcément experte à mon âge, pas du tout. Mais j'ai lu, par exemple, je crois que je devais être en 3e, je me rappelle plus, bref, Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. J'ai pu faire une fiche de lecture, je me souviens, de 12 pages. Et en fait, j'avais raconté tout Jules Verne. À l'époque, il n'y avait pas Wikipédia, ChatGPT. Hein, donc j'ai des souvenirs comme ça où j'écrivais tout le résumé. Et en fait, moi, j'étais contente d'avoir livré une somme énorme de connaissances. Et j'ai senti que mon prof, qui était adorable, j'ai quand même senti qu'il y avait un trou, quoi. C'était trop. Et il m'a dit, mais c'est très long. Bah oui, mais le livre, il est très long aussi, donc je vous ai tout raconté. Et là, maintenant, je me dis, un élève me ferait ça, je lui dirais, mais en fait, tu sais, c'est pas ce que j'attendais. Et c'est vraiment ça. Rendre compte d'une lecture, c'est quoi finalement ? Mais c'est pas résumer toutes les étapes du livre que l'on s'est déjà lu. Et ça, on peut pas non plus en vouloir aux élèves de se dire, je lui raconte l'histoire parce que quand ils lisent, je pense que le premier échange autour d'un livre, c'est, même nous, en tant qu'adultes, autour d'une table, c'est « Ah, mais tu connais pas, attends, mais c'est génial, c'est le personnage, il lui arrive, il est né là, puis il va vivre des aventures. » On a cette intention première de raconter le récit aussi. Donc, il faut trouver des petits moyens pour faire passer à l'enseignant sa lecture. J'ai compris ce qui se passait, j'ai lu, je m'en rappelle, et puis en même temps, rendre compte de ses émotions, exprimer un avis, c'est très difficile. Ouais. C'est très difficile. Ouais. Je reviens sur la pratique du résumé. Je me dis que effectivement, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Le seul cas dans lequel, et encore avec toutes les limites que tu as dit, c'est souvent difficile, c'est souvent très long, etc. Le seul cas dans lequel ça pourrait être intéressant, c'est dans le cas où ce carnet de lecteurs, il sera un vecteur d'échange entre les élèves pour favoriser l'envie de lire d'autres livres. C'est-à-dire que s'il y a cet objectif-là de se dire, en fait, après, on se les partage, nos carnets de lecture, et du coup, ça permet à quelqu'un d'autre d'avoir éventuellement envie de lire ou de savoir de quoi ça parle. Ah tiens, j'ai vu tel livre à la bibliothèque, j'ai vu que toi, tu l'as lu, éventuellement. Après, ça me demanderait, en même temps que je le dis, je me dis dans une machinerie quand même assez importante en classe, mais peut-être que d'avoir un petit résumé, là, ça pourrait avoir son intérêt. Et encore que, je pense que si on voit l'aspect émotionnel, même sans résumé, qu'on voit les avis et l'aspect émotionnel, les émotions que ça a suscité, je pense que ça peut suffire aussi à donner envie aux autres de lire. Ouais, puis c'est vraiment toute la complexité du carnet, on le disait, c'est que c'est un outil pour soi. Et on voudrait aussi que ce soit un outil de partage. Mais en même temps, c'est quelque chose de très intime. Ouais. Moi, dans les miens, en tant que lectrice experte adulte, je vais projeter des choses, il y a des émotions qui vont faire appel à un passé chez moi, et ça peut arriver aussi chez les élèves. Et des fois, on est à la limite de se dire, c'est les écrits de soi, en fait. C'est comme quand on travaille l'autobiographie avec les 3e. Parfois, on ouvre des portes. Alors, c'est très bien de laisser les élèves s'exprimer pleinement, mais c'est vrai que il faut aussi un cadre pour que ce soit rassurant, que ce soit fait confiance. Et certains élèves vont dire non, moi je ne partage pas, j'ai pas envie, et c'est leur droit.
Bah, ça me fait penser à un épisode sur le consentement que j'ai enregistré il y a quelques temps, quoi. On oublie des fois, au nom de nos intentions et notre cadre pédagogique, on oublie cette histoire de consentement, de se dire, en fait, c'est à moi, ce sont mes pensées, ce sont mes écrits. Est-ce que j'ai envie de les partager ou pas? Et si c'est le cas, si c'est important pour nous que ce soit quelque chose qui soit dans le partage, il faut en tenir compte dès le début dans le cadre. Tu vois, quand tu disais au départ, il faut que ce soit clair pour les élèves, à quoi sert ce carnet, pour qui c'est, etc. Si c'est quelque chose qui va être ouvert aux autres, lu, affiché, etc., faut le dire tout de suite. Parce que moi, personnellement, et je pense que c'est ton cas aussi, si on me dit que tout le monde va le lire, je vais pas écrire la même chose dedans. Oui, c'est pour ça que vraiment l'outil, il est à penser aussi selon son public. Je pense qu'un carnet de lecture collège, c'est pas le même qu'un carnet de lecture lycée. Et donc voilà, faut savoir, c'est ce qu'on dit depuis le début, faut vraiment, faut penser l'objet en fait, penser Ouais. les attentes, au regard de qui, pourquoi. Ça, Ouais. C'est ça. Bah, du coup, si on faisait un petit peu une sorte de petit inventaire des différentes possibilités de ce qu'on peut faire avec ce carnet de lecture pour que chacun, je trouve que c'est important, c'est que les personnes qui nous écoutent puissent se dire, ok, bah moi, j'aurais plutôt envie de le faire dans cette optique-là, ou j'ai plutôt cette intention-là, ou peut-être que je circonscrirais à telle activité, etc. Qu'est-ce qui te vient en tête, toi, sur ce carnet de lecture? Moi, je peux te parler de la façon dont je l'ai appréhendé en fait dans ma pratique, parce que c'est un peu, du coup, ça reflète un peu cette idée que c'est un peu, j'allais dire schizophrène, mais en fait, et voilà, c'est hybride. C'est vraiment le mot qui me vient. Moi, j'ai très longtemps, et je pratique encore, mais pas tous les ans, faut le dire. Faut dire tout de suite qu'on n'est pas obligé de faire tout tous les ans et qu'on est tenu de faire tout ce qu'on installe tout le temps. Un carnet d'écrivain. Et en fait, ce carnet d'écrivain, donc c'est un petit carnet dans lequel voilà, on va venir, c'est le réceptacle, si tu veux, le recueil de toutes les rédactions des élèves. Et ce carnet d'écrivain, très rapidement, je me suis rendu compte que mes petits sujets d'écriture étaient très souvent liés aux livres qu'on étudiait. Enfin, à chaque fois qu'on avait une œuvre intégrale ou un GT ou une thématique, moi, mes sujets de rédaction finalement étaient en lien avec le personnage vit telle aventure, raconte la suite, il se passe ceci dans le chapitre 25. Et donc finalement, ce carnet d'écrivain était quelque chose un peu d'hybride, à la fois carnet de lecture, mais j'avais pas le mot, si tu veux, voilà. Et puis objet qui venait recueillir toutes les rédactions, les sujets d'invention, d'imagination et de réflexion aussi des élèves. Donc on était aussi un peu dans le méta ou parfois dans l'argumentation, hein, clairement. Et il m'a manqué à un moment dans ma pratique, je me suis dit waouh, il y a trop de trucs là-dedans. C'est bazar, on y met tout. Ça fait un peu doublon avec le cahier de français. J'étais embêtée parfois. Je me disais, collez dans le carnet d'écrivain. Non, en fait, mettez-le dans le cahier de français parce que c'est quand même un exercice sur le livre et puis ça va avec la séance. Donc j'étais un peu gênée et finalement, je me suis rendu compte moi, ma vision du carnet de lecture, c'était ça. Il fallait pas que ça m'empêche de fixer les traces du cours dans le cahier de cours. Il fallait pas non plus que ça limite l'expression des élèves et leur spontanéité, on va dire, mais en même temps, j'avais besoin que tout soit un peu rassemblé et contrôlé dans un même endroit. Donc, moi, je pense que la plus simple des versions, en fait, c'est d'avoir un carnet dans lequel, tout simplement, on se dit, c'est l'objet avec lequel mes élèves vont construire leur statut de lecteur et de lectrice, et ça, c'est important, et partir de l'idée que on ne les cueille pas tous au même endroit. C'est-à-dire qu'on va arriver dans une classe, ils sont 27, 32. J'ai des lecteurs, j'ai des non-lecteurs, j'ai des allergiques à la lecture. Moi, ça m'arrive chaque année. J'ai des élèves qui vont lire 3 fois le livre que vous avez proposé. Et en fait, ils peuvent pas tous avoir le même point de départ. Et nous, en tant que prof, on voudrait qu'ils arrivent tous sur la ligne d'arrivée. Alors, je vais dire au même moment, non, parce que, mais enfin, voilà. On va dire, l'institution scolaire dit non, vous arrivez tous là en juillet, début juillet, vous avez tous fait ça, vous avez tous passé la ligne. Et ça, c'est compliqué. Donc, il faut vraiment que l'objet, finalement, j'ai envie de dire,
il soit conforme à l'élève. Donc, un carnet pour un élève, quand vous en avez 27 ou 30 dans la salle, vous voyez tout le problème, c'est un petit peu compliqué. Et là, vous allez vous dire, attends, elle est en train de nous dire qu'il faut un élève, un carnet. Donc, chacun son carnet et il faut tout adapter, il faut tout personnaliser. Donc, il faut penser à un espace finalement assez ouvert pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Tout le monde puisse essayer de prendre ce départ en se disant que ça va pas se faire au même moment. Qu'il y ait des élèves, voilà, ils vont mettre plus de temps pour le remplir, ils vont pas le faire forcément de façon très régulière. Et je pense que la difficulté aussi, en tant qu'enseignant, c'est de partir d'un objet et d'un carnet vierge, parce que tout est à construire. Et quand je te disais dans ma pratique, moi, c'était ça aussi ma difficulté, c'est que finalement, je construisais plein de sujets. J'avais quand même une base, hein, parce que finalement, c'était toujours les mêmes exercices de lecture, je dirais bien. Et puis, je changeais. Voilà, ah ben non, là, on a fait Harry Potter, donc il faut que je change toutes mes petites consignes, il faut que je module par rapport au livre. Et puis là, on est parti sur le royaume de Kensuke, donc bon, bah, je peux reprendre cet exercice-là, mais il faut que je retravaille quand même. Ça me demandait du temps, c'était un petit peu inutile. Et du coup, c'est ça la complexité. C'est-à-dire on peut pas dire aux élèves, ce carnet est libre, vierge, c'est toi, tu t'en empares, tu fais, tu t'exprimes. Ah non, un élève a besoin un minimum d'informations. Et puis même pour nous, enfin, je veux dire, on a besoin aussi de se construire des structures. Et c'est long aussi. Donc, faut réussir à trouver un entre-deux. Et c'est vrai que c'est difficile. Donc, un petit carnet, c'est très bien. Et se dire, on peut commencer modestement avec des outils un peu qui questionnent le statut, c'est-à-dire dire très ouvertement, moi je suis pas lecteur, ça ne me pose pas de problème. Et je pense que c'est accompagné de plein de choses en fait. Pas être juste un outil baguette magique, c'est pas comme ça que ça marche. Vous pourrez pas porter, à mon sens, le carnet de lecture en classe si vous n'accompagnez pas ça d'un bain de lecture quotidien, de lecture offerte, de suggestions de livres, de partage autour du livre, si l'objet livre ou si la lecture déjà dans votre salle de classe, elle n'a pas sa place, elle n'est pas visible, vous avez beau arriver avec un carnet, leur dire elle est remplie, ça marchera pas. Ouais. Donc, voilà, il faut vraiment nourrir et construire tout ça, ça demande du temps, c'est sûr, mais en même temps on est là pour ça. Et un cycle au collège de la 6e à la 3e, c'est long, on a 4 ans pour le faire. Une année scolaire de septembre à juillet, c'est long, on a plusieurs mois pour installer tout ça. Et l'objectif, c'est si mon élève lecteur, là, il a pris le départ avant tout le monde et il arrive en juillet, il a lu 14 livres, c'est génial. Et si mon non-lecteur, il est arrivé en septembre, il en a pas touché un, mais qu'en juin, à la fin, il a pris un petit roman, tant mieux aussi. Et la difficulté, c'est vraiment ça, c'est de se dire, voilà, tout est possible. Et en même temps, voilà, il faut cadrer. C'est compliqué. Voilà, dans ce que tu dis, je trouve que il y a l'aspect d'accompagner qui est hyper important. Mais comme en fait, tu vois, ça me fait penser aux affichages. Par exemple, des fois, on met des affichages dans la classe, on dit oui, les élèves s'en servent pas. Mais en fait, si on n'accompagne pas, si on n'est pas là à rappeler que le truc est là, que le truc existe, que les affichages sont là, c'est pareil pour le carnet. Donc il y a cette idée d'accompagner et de pas compter, comme on fait souvent, hélas, sur l'autodiscipline et la bonne volonté des élèves. Et donc de se dire que tout est un accompagnement. Déjà dans l'outil, le fait de gérer l'outil, ça s'accompagne, mais la constance qu'on va avoir, ça s'accompagne aussi. Tu as parlé de structure, effectivement, on est en train de dire que ça va s'adapter, que c'est libre, qu'il y a un énorme champ des possibles parce qu'en fonction des lectures, etc. C'est hyper large. Donc à la fois, il faudrait partir d'une espèce de structure un peu flexible, vierge, etc. Et donc la nécessité pour soi, pour pas avoir un travail monumental tout le temps, et aussi pour aider les élèves d'établir une structure. Moi, ce qui me vient en tête, je me dis que peut-être ça serait d'avoir, si on veut que les élèves s'en emparent un peu librement, en tout cas un espèce de répertoire de possibilités. Oui, c'est l'idée. Voilà, et de pouvoir se dire voilà, quand moi soit j'ai une option avec, j'ai pas trop d'idées, j'ai une petite structure, 2 ou 3 petites structures qui me sont proposées, un type d'exercice. Voilà, je peux faire un mini résumé de 3-4 lignes, pas plus. Je peux parler de mes émotions, je peux dessiner un moment de l'histoire, et d'avoir plusieurs options comme ça qu'on propose aux élèves plutôt que de compter sur juste la créativité complètement ouverte. D'ailleurs, ça me fait penser au mouvement Oulipo, de se dire que voilà, c'est de la contrainte aussi que va naître un peu la créativité. Donc d'essayer de se dire que en fait, si on a
une espèce de canevas, de plusieurs canevas possibles pour différentes œuvres et que c'est ouvert, peut-être que ça va clarifier pour tout le monde. La deuxième chose qui m'est venue en tête, c'est le fait de laisser la possibilité, tu disais tout à l'heure qu'il y a des élèves qui lisent pas, des élèves non lecteurs, des petits lecteurs, des gros lecteurs, etc. En fait, que ce soit aussi le reflet de tout ça, ce carnet. C'est-à-dire que quand tu disais, madame, j'ai pas ouvert votre livre, ça aussi, ça a sa place, en fait, dans le parcours de lecteur et donc dans ce carnet. De dire, voilà, il y a eu tel livre, pourquoi tu l'as pas ouvert? Pourquoi, qu'est-ce qui t'a pas plu, en fait? J'ai ouvert, ce livre-là, j'ai lu 3 pages. Moi, je me souviens, par exemple, au Bonheur des Dames en 3e, j'ai jamais réussi à le lire. J'ai réussi à feinter avec ce que me racontaient mes copines, mais les descriptions, là où ça plaît à d'autres, c'était trop pour moi, c'était trop. Et donc du coup, si j'avais eu un carnet de lecture à ce moment-là, je pense que j'aurais pu exprimer ça, dire je l'ai lu, j'ai lu 3 fois les premières pages, j'ai eu l'impression que ça n'avançait pas, etc. Je me suis arrêtée à la page 5 parce que et du coup, je trouve que c'est important d'accepter. C'est pas parce que nous on est de bons lecteurs, des lecteurs experts, qu'on se dit que la lecture c'est fantastique, que tout le monde devrait lire et aimer lire parce que ça nous émancipe et tatati et tatata. En fait, on crée de la scission. Enfin, on s'éloigne de certains profils de lecteurs. Alors que si ce carnet-là, il permet justement de construire notre identité de lecteur et de lectrice et de pouvoir inscrire le fait que ça, j'ai pas aimé, quoi. Et du coup, j'ai le droit de pas avoir aimé. Ah ouais. Et donc, j'ai le droit de m'exprimer sur le fait que j'ai pas aimé. Oh, génial. J'ai le droit de dégommer le livre si je veux. Et peut-être que là, je vais avoir un peu plus de motivation à en parler, du coup. C'est ça. Je peux te dire, madame, que c'était nul. J'ai le droit. Je pense que ça s'accompagne vraiment d'une pratique. Enfin, je veux dire, moi, j'ai une posture de franchise avec les élèves et il faut le dire. Et puis même une posture aussi de franchise et d'honnêteté par rapport à soi. Pour moi, ça relève de l'honnêteté intellectuelle de se dire oui, effectivement, un élève de 3e, lire Le Rouge et le Noir, ça peut être compliqué. Donc, la posture honnête, dans mon sens, elle est là où moi, je me dis, mais en fait, moi, en 3e, ou quand je me suis lancée dans la lecture, quand j'ai construit mon parcours, j'ai pas commencé par Le Rouge et le Noir, j'ai pas commencé par Au Bonheur des Dames. Moi, je suis allée piquer dans la bibliothèque de ma grand-mère. C'était les petits livres, La Comtesse de Ségur. Et maintenant, nos élèves n'iront pas piquer La Comtesse de Ségur. Faut être aussi au clair avec ça. J'ai commencé aussi avec Fantomette, tu vois, les petits livres roses là. Donc, il faut être honnête avec ça. En tant que lectrice et prof, je veux dire. Oui, quand j'arrive et que je leur demande de lire Germinal, c'est une injonction, c'est une prescription scolaire. Il y a autre chose aussi. Et si je veux arriver à ce qu'ils lisent Germinal et qu'ils construisent un statut de lecteur et de lectrice, il faut se mettre à leur niveau. Il faut leur proposer des choses qui sont écrites pour eux, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a à nous le double statut à la fois lecteur, lectrice et prof. Mais il faut être au clair avec ça. C'est de l'honnêteté, de leur dire, mais oui, moi, à votre âge, je vous rassure, j'ai pas lu Germinal, je l'ai lu parce que ma prof me l'a demandé. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour vous accompagner? Comment est-ce qu'on peut nourrir votre plaisir d'entrer dans la lecture, d'en rendre compte? Parce que ça, c'est hyper important. Mais je pense que ça se fait par le partage, l'honnêteté, en disant, t'as pas lu ce livre-là, il était nul. Ok, pas de souci, écoute, je te comprends. Ouais, moi aussi, il y a des passages, moi, j'ai trouvé ça long. Je suis allée jusqu'au bout parce que ça m'intéressait de savoir la suite, mais oui, je suis d'accord avec toi. Et en fait, faut être honnête, faut être sincère et il faut vraiment ne pas considérer que le carnet de lecture, parce qu'on se dit c'est un outil cool, sympa, on en parle beaucoup, ça va fonctionner tout seul, pas du tout. Il faut vraiment construire les choses, c'est comme tout en fait. Ouais. Du coup, c'est vraiment, je pense que ce qu'on peut garder là de ce qu'on s'est déjà dit depuis tout à l'heure, c'est cette idée que ce carnet, il va s'adapter, que ce carnet, sa pratique doit être accompagnée avec honnêteté, comme tu disais, avec honnêteté et je sais pas si tolérance, ouverture peut-être, en tout cas, de l'ouverture vers les élèves, parce que c'est leur outil qu'on va quand même regarder. Donc c'est hybride, comme tu disais, à cheval avec à la fois quelque chose d'assez personnel et en même temps quelque chose de scolaire. Donc d'être au clair aussi avec cette ambiguïté de l'outil. Tout à fait. Oui, je pense que ça peut être un outil où on peut laisser à l'intérieur
des pages dans lesquelles voilà, on est en pleine expression, en libre expression, en se disant aussi, il y a des élèves, ils vont exprimer rien du tout, hein, parce que il y en a qui dessinent, ils adorent ça, il y en a qui n'aiment pas ça. Il y a des élèves pour qui tout de suite le passage à l'écrit va faire barrière, alors qu'en fait, ils ont lu, ils seraient capables de vous en rendre compte de façon fabuleuse, peut-être à l'oral ou autrement. Et juste le fait d'aller poser le stylo sur la page, là, ça crée une difficulté. Donc c'est vraiment complexe et c'est pour ça que je trouve que l'honnêteté vis-à-vis des élèves, alors sans forcément dire tu n'as pas rempli ton carnet, c'est très bien, ok, c'est pas grave. Non, il faut être aussi au clair avec ces consignes d'enseignants. Ben, j'aurais aimé que tu joues le jeu et que tu ailles jusqu'au bout et que tu le fasses. Voilà, on peut trouver d'autres façons pour que tu rencontres. Mais en fait, c'est vraiment un travail de longue haleine et tout se construit. Le statut de lecteur comme le statut d'écrivain. C'est pour ça que je te dis, moi, dans ma pratique, finalement, c'était assez... quand je l'ai questionné, je me suis dit c'était assez intéressant qu'il y ait déjà la double identité, en fait. Les élèves, ils sont lecteurs, ils sont écrivains, on lit pour écrire aussi. Enfin, et voilà, c'est éminemment passionnant. La lecture, les carnets de lecture, enfin voilà, toutes les restitutions de lecture. Moi, j'adore tout ce qui est ludique, créatif. C'est vraiment ma façon de faire. C'est passionnant parce que il y a plein de choses derrière. Et je trouve ça passionnant aussi d'avoir un élève qui n'est pas lecteur. Pourquoi il lit pas? Puis finalement, c'est grave s'il lit pas là, maintenant, tout de suite. Enfin, voilà, faut aussi une honnêteté par rapport aux différents parcours d'élèves qu'on a pu croiser, par rapport à ce que c'est qu'une classe, par rapport à ce que c'est que notre métier, par rapport, tu vois, quand on disait tenir son propre carnet, c'est très bien parce que on peut aussi se rendre compte que des fois c'est intenable. Des fois la vie, le temps fait que j'ai pas le temps de faire mes pages de carnet de lecture. Donc ça, quand on l'expérimente et quand on est au clair avec ça, ça permet voilà de construire un outil finalement qui rassemble un peu tout ça. Mais c'est très complexe en fait. Hein. Ouais. Tu as parlé du cadre. Je trouve que c'est important là de se dire que la flexibilité, tu as dit, c'est pas autorisé qu'on le remplisse pas. Et du coup, en fait, on peut être souple sur ce qu'on met à l'intérieur et comment on le remplit, et tout en faisant quand même une exigence scolaire et se dire, ok, le deal, c'est que le carnet, en fait, il faut le remplir. Qu'on ait lu, qu'on n'ait pas lu. Si on n'a pas lu, on explique pourquoi. Si on l'a lu, etc. Et qu'on choisisse ce qu'il y a à l'intérieur. Mais par contre, si on décide que c'est un outil qu'on scolaire, qu'on impose et pas qu'on propose, faut qu'il y ait un cadre qui permette d'engager tout le monde, quoi. Du coup, si on veut que ce soit un outil, ça reste quand même un outil d'apprentissage. Donc, s'il y a de la négociation, c'est pas forcément sur le fait de le remplir ou pas, c'est sur comment je le remplis, ce que j'y mets dedans, etc. Et ça me fait aussi penser que t'as parlé des écrits, du passage à l'écrit qui est difficile. Là, on est sur l'aspect lecture, donc évidemment, il faudrait pas que le passage à l'écrit soit un obstacle. Et donc après, là, c'est là qu'on va pouvoir imaginer, peut-être comment favoriser l'entrée. Si formuler des phrases, c'est compliqué, je peux écrire que des mots-clés. Ceux qui veulent dessiner, très bien, mais tout le monde n'est pas obligé de dessiner. Alors que je sais que dans le premier degré, parfois, on pourrait avoir tendance à voir cette pratique de se dire, carnet de lecture, tu dessines forcément un moment de l'histoire. On peut le schématiser, il y a le côté dessin qui peut être un frein. Si les élèves n'ont pas d'idées, on peut aussi leur proposer des questions, des pistes, dans lesquelles ils peuvent aller chercher. Donc, je pense que c'est plutôt sur ça qu'il va falloir être créatif. Tu as parlé de ludique, pour pouvoir aider les élèves à remplir, j'allais dire à écrire, mais à remplir ce cahier. Tout à l'heure, tu parlais d'un outil finalement où il fallait plein de petites portes d'entrée, et c'est exactement ça en fait. C'est un outil. Alors, on va le personnaliser, on va se l'approprier, et il faut différentes portes d'entrée selon les élèves. Donc, comme tu dis, effectivement, je dois pouvoir entrer par l'illustration, je dois pouvoir entrer par le mot, je dois pouvoir entrer par le petit écrit, en se disant aussi que un élève, si l'écrit fait barrière, c'est pas parce qu'on a dit en septembre on tente le carnet de lecture que tout le monde est obligé de commencer son carnet de lecture en septembre. On peut avoir des élèves, on va dire, écoute,
si tu veux, quand tu as lu ou quand on a travaillé un texte aussi, hein, c'est pas forcément des lectures longues, cursives, intégrales, tu m'en parles. Et puis, on construit les choses. Et puis après, on se dit, ben voilà, là, il est capable d'en parler, il verbalise, il y a plein de trucs. Après, on propose, tiens, entre par l'illustration, entre par le mot. Il faut accepter que le chemin dans la lecture, il est propre à chacun, il est différent. Et puis surtout, il peut être aussi parfois en rupture. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a construit une identité de lecteur et de lectrice qu'on va la maintenir et qu'on va lire tout le temps. Si on pense à nos ados, ou même quand je parlais, tu vois, d'honnêteté vis-à-vis de soi, vis-à-vis de son statut de lectrice, moi, à l'adolescence, je lisais énormément au collège. À l'adolescence, j'ai arrêté vraiment. Parce que j'ai trouvé d'autres formes d'expression, d'autres vecteurs. Enfin, je pense que comme tous les ados, moi, je passais un temps infini avec des écouteurs dans les oreilles parce que j'écoutais de la musique. Et en fait, la musique est venue remplacer mes temps de lecture. Mais ok, c'est ok. Enfin, on peut, il n'y a pas de souci. Si après, on retrouve le chemin de la lecture, tant mieux. Si on le retrouve pas, c'est pas très grave. Voilà, on n'est pas non plus obligé d'être. Enfin, moi, j'ai du mal. On peut ne pas être lecteur dans la vie. Il y a des gens qui vivent très bien, c'est pas grave. Faut aussi se détendre par rapport à ça, je pense. C'est dur en tant qu'enseignant de lettres, je l'entends. Peut-être que ça va fâcher de le dire aussi, mais enfin voilà, même dans son parcours, dans son histoire familiale, enfin, faut observer les gens, regarder. Je suis sûre que autour de vous, il y a des gens qui n'ont pas lu. Et pour autant, est-ce qu'ils n'ont pas construit quelque chose? Est-ce que il n'y a pas une richesse qui est ailleurs? Enfin, la lecture, c'est merveilleux, mais il faut pas idéaliser non plus. Et je pense que ça, il faut vraiment l'avoir en tête et être honnête, parce que dans une classe, on a plein de lecteurs, on a plein de lectrices en devenir, on a plein de lecteurs et de lectrices qui ne le sont pas. Enfin voilà, c'est très riche finalement. J'adore ce que tu es en train de dire. Je suis complètement d'accord. Et en plus, on a tendance à ne voir la lecture que par le prisme des grosses lectures, des romans, etc. Alors que, en fait, on a aussi des gens qui lisent autre chose et qui lisent pour autant beaucoup. Il y a des gens qui lisent énormément d'articles Wikipédia dans la journée parce qu'ils aiment chercher des choses, etc. Il y en a qui lisent des magazines. Moi, quand j'étais ado, j'étais un peu réfractaire au roman, mais par contre, je lisais beaucoup, énormément de magazines. Et je trouve que ça aussi, ça fait partie du parcours de lecteurs et de lectrices. Et donc, on peut imaginer que les autres lectures puissent aussi avoir leur place dans le carnet de lecture. J'ai lu un article hyper intéressant. J'ai envie il peut y avoir autre chose. Il peut y avoir des BD, des extraits, de courts articles. On peut avoir aussi des lectures écoutées, des livres audio. On pourrait. En fait, c'est ça l'esprit d'ouverture, je trouve, de pouvoir s'autoriser à dire ok. Enfin, c'est quel type de lecteur je suis. Et ça, c'est important. Moi, j'ai mis du temps à comprendre que j'étais lectrice. Parce qu'on m'a toujours renvoyé justement tu lis pas beaucoup de romans, t'as lu combien de livres, t'as pas lu ça, t'as pas lu ça, t'es pas une lectrice. Jusqu'à il y a 2-3 ans, quelqu'un qui m'a dit, mais en fait, tu lis énormément de choses. Je me dis, non. Je dis, t'as toujours des références. Je lis des articles. C'est vrai que je lis beaucoup. Je lis des articles, je lis des livres. J'aime lire des livres qui ne sont pas des romans. Je lis pas beaucoup de romans, mais par contre, je lis énormément de pédagogie, de psychologie, etc. Et en fait, il y a aussi je trouve cet enjeu-là dans le carnet de lecture, si on y revient, de pouvoir se découvrir en tant que lecteur. De pouvoir se dire ok, en fait ça c'est mon truc, ça c'est pas mon truc. Moi finalement j'aime les gros livres, ou moi finalement j'aime les petits livres, j'aime les petites nouvelles, j'aime quand c'est court et que ça se répète, ou j'aime pas lire du tout de bouquins, mais par contre quand la prof elle nous donne des extraits, ça me plaît parce que du coup j'ai juste accès à tel truc. Tout ça fait partie de ce qu'on peut découvrir dans ce carnet de lecture. Oui, et puis c'est passionnant, tu vois, parce que finalement quand on questionne un peu aussi son entourage, moi, je connais assez peu de gens. Si je considère que lire, c'est poser les yeux sur, genre une définition un peu bête, je connais quand même peu de gens finalement qui ne lisent pas quelque chose au cours de la journée. Enfin, quelqu'un qui serait purement scientifique, parce que moi, je suis finalement très littéraire. Donc pour moi, la lecture, c'est l'objet livre. Mais quand je t'entends parler, je me dis oui, en fait, toi, juste, ce qui te manque, c'est l'objet. Mais tu lis énormément.
de supports différents. Et on a tendance, effectivement, à réduire la lecture à cet objet, à dire j'ai un objet entre les mains, une couverture cartonnée, c'est bon, je lis. Vous avez vu, tout le monde voit, je suis lectrice parce que j'ai l'objet lu. Et en fait, quelqu'un de très scientifique, qui, comme tu le dis, va lire des articles, des résultats de recherche, des thèses, peut-être parce que c'est son métier, j'en sais rien, mais je pense qu'il est capable, dans une journée, d'ingurgiter peut-être plus de textes résistants que finalement quelqu'un qui va se poser dans son jardin et puis lire un petit roman sympa pour se détendre. En fait, il y a plein de sujets lecteurs, il y a plein de supports de lecture, et c'est ça qui est passionnant, en fait. C'est ça qui est passionnant. Et je pense que pour arriver à une identité de lecteur ou de lectrice finie, complète, épanouie, il faut en avoir conscience, et il faut se dire que les élèves, ils vont passer par autre chose. Tu as tout à fait raison. L'une des premières choses à faire, c'est aller au CDI. Vous êtes prof de français et de lettres, allez au CDI, échanger avec votre collègue documentaliste et puis observer les élèves au CDI. Ils sont sur les ordis, ils lisent des choses. Ils sont dans le bac BD, ils lisent énormément de BD. Ils sont devant le meuble des périodiques, ils vont lire énormément de magazines, beaucoup de documentaires. Alors oui, ils sont peut-être pas 50 devant le rayon roman, parce que les romans, ils font peur. Mais c'est normal quand on est en 6e aussi d'avoir peur des livres parfois. Et il faut avoir conscience que j'allais dire, c'est comme la nourriture. Là, je vais tenter des métaphores bizarres. Ouais, mais j'aime bien les métaphores. Désolée. Mais en fait, tu goûtes à plein de choses. Tu goûtes à plein de choses. Il y a des trucs que t'aimes pas. Il y a des plats, tu te dis, oh non, mais celui-là, là, vous êtes gentil. La choucroute, ça va bien. Je pense que la grosse assiette là que je vois arriver, non, c'est pas pour moi. C'est trop. Donnez-moi plutôt la petite salade verte là, qui va bien passer. Enfin voilà, c'est un peu. Il faut picorer, il faut se faire plaisir, et puis il faut se détendre surtout par rapport. T'as pas aimé, mais c'est pas grave. T'as lu 40 BD, c'est bien de lire des BD, c'est très bien. Il faut aussi donner sa place dans le cours de français à tous ces supports. La BD, c'est excellent pour les élèves. Le manga aussi a toute sa place. Les lectures abrégées ont toute leur place. Les livres audio, et la littérature jeunesse. Alors là, c'est un sujet sur lequel tu ne me lanceras pas parce que sinon, dans 4 heures. Mais voilà, il faut considérer, quand je parlais de lecture honnête, il faut commencer par ça. N'arrivez pas avec carnet de lecture et rouge et le noir. Tiens, vas-y, lis et puis écris. Non. Ouais. Ça fait partie des portes d'entrée dont on parlait tout à l'heure. C'est vraiment ça, la diversité de ce qu'on accepte dans ce carnet de lecteur. C'est une porte d'entrée aussi pour que les élèves puissent prendre plaisir aussi. Il y a ce plaisir aussi à le remplir. Ouais. Et puis il faut être conscient que tu peux avoir toi une pratique scolaire du carnet de lecture, parce que s'il est pratiqué en classe, ça sera scolaire. Mais il y a tout autour. Il va y avoir plein de choses. Toute cette diversité, elle peut être autour aussi. C'est-à-dire, dans ta pratique, toi, tu peux leur demander de rendre compte du petit roman que vous avez étudié en lecture intégrale en classe. Mais voilà, il y a tout ce qu'ils vont lire autour. Ça fait partie de leur parcours, de leur chemin. Ils se construisent une identité. Ils prennent appui aussi sur ils ont développé des compétences, ils ont acquis des choses en passant par d'autres lectures qu'on n'a pas forcément vues. Et puis nous, on arrive en se disant, si je le vois pas lire dans ma salle de classe, c'est qu'il lit pas. C'est pas vrai. C'est ça. Je vous laisse découvrir la suite de notre échange dans l'épisode suivant. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les autres épisodes du podcast sur mestrucsdeprof.fr ou sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Pensez à attribuer le maximum d'étoiles pour soutenir le podcast et le rendre plus visible quand c'est possible, notamment sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et vous pouvez également me contacter via l'adresse mail contact@mestrucsdeprof.fr. Vos retours, vos commentaires, vos partages, vos questions sont vraiment précieux. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de m'écrire et d'échanger. Et si vous voulez recevoir du contenu supplémentaire 2 fois par mois, inscrivez-vous à ma newsletter sur mestrucsdecoach.fr/newsletter. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.